Donc bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier Bernard et Caroline de m'avoir invité et de m'accorder le crédit d'une intervention ici. C'est un grand plaisir pour moi. Je ne vais pas faire comme Paul Émile. En fait, le titre de mon intervention complète était assez général, c'était Rêve et cinéma. Mais j'ai choisi pour l'exposé oral de plutôt me concentrer sur une partie de l'intervention plutôt que d'en faire un résumé. Donc, pour éviter de perdre le sens général, même si je vous invite à consulter le texte en ligne, je vais rappeler 3 thèses que je ne vais pas expliquer ni développer. Donc, il faudra prendre ici comme des présupposés. Alors, ces 3 thèses. Ce que j'appelle l'avenir, en fait, pour moi, ne désigne pas ce qui va arriver demain, mais désigne une possibilité, c'est-à-dire c'est ce qui peut arriver demain et n'arrivera peut-être pas. Ça renvoie en fait à la contingence de la matière et ça implique la possibilité de surgissement ex nihilo, c'est-à-dire que c'est tout à fait envisageable pour moi que, par exemple, vous disparissiez de la salle dans 10 minutes, absolument sans raison, c'est-à-dire c'est une thèse qui est contre le principe de raison en philosophie, qui a été avancée notamment par Leibniz. C'est une thèse où il n'y a pas de principe de raison. Les lois physiques n'ont pas de raison de rester ce qu'elles sont dans les prochains jours ou d'ici 10 minutes, tout autant qu'elles peuvent rester ce qu'elles sont éternellement. À noter également autour de cette thèse que ce qui est possible, ce que je peux imaginer, ce qui est pensable, pardon, est possible. Tout ce que je peux imaginer est possible. Deuxième thèse, chaque dimension du temps, passé, présent et avenir que je viens de décrire, correspond à un domaine de réalité précis et il y a des ordres du temps. Et la troisième thèse, elle concerne le rêve et elle s'appuie sur les recherches de Michel Jouvet en grande partie. Il s'agit de dire que pendant le sommeil paradoxal, qui est la période du sommeil, où l'on rêve majoritairement, en fait, l'individu, c'est le moment de notre activité en général où on est le plus immobile, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune activité musculaire possible. Et en même temps, il y a une activité du cerveau qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que les neurophysiologues ont été amenés à dire qu'il y a 3 états, il n'y a pas seulement l'état de veille et l'état de sommeil, mais il y a l'état de sommeil paradoxal correspond à un 3e état, parce que le cerveau est aussi actif qu'en état d'éveil. Voilà les 3 thèses. Donc à partir de là, je vais parler du cinéma, en essayant de faire un parallèle, une analogie en fait avec le rêve, pour essayer de comprendre, de proposer une thèse dans un premier temps, qui est que le cinéma, à mon avis, est malade ou a une maladie qui vient du fait qu'il a un déficit de présent, de réalité présente. Il est malade de présent. Et ce qui implique que le cinéma est une activité très paradoxale, donc à l'image du rêve. Donc pour essayer de développer ça, si on part d'une expérience assez commune qu'on peut avoir devant une caméra, quand on n'est pas habitué à être filmé, ou quand quelqu'un sort, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose quotidiennement, sort inopinément une caméra, entendue au sens général, quelque chose qui peut vous enregistrer, on va avoir une manière de réagir qui, évidemment, sera différente selon chacun, et selon notre habitude à ce genre d'instrument, mais on va pouvoir, par exemple, être gêné, on va pouvoir être mal à l'aise tout d'un coup. Il y a des gens qui vont avoir envie de sortir du cadre de la caméra, qui vont dire pourquoi tout d'un coup je suis filmé. Il y a des gens qui vont perdre confiance en soi. Il y en a d'autres au contraire qui vont tout d'un coup être très expansifs, dans l'excès, ils vont être en représentation. Il y en a qui arriveront facilement à ne pas regarder l'instrument, il y en a d'autres qui seront figés sur la caméra, qui n'arriveront pas à en détourner les yeux, voire certains qui regarderont la caméra comme un miroir, en étant très conscients que leur image est en train d'être enregistrée dans l'engin. C'est que, en fait, pendant qu'on est filmé, l'image qu'on a de soi se réfléchit en nous. Pour moi, le fait d'être regardé par une caméra, c'est très différent que d'être regardé par quelqu'un. Quand on est regardé par quelqu'un, on est toujours confronté à une action possible de la personne. Elle peut
face à un regard, la personne peut, dans la suite, arriver à nous frapper, ou à nous embrasser, ou à nous faire un sourire, etc. Il y a une action virtuelle qui peut venir en réponse, de sa part autant que de la nôtre. Devant une caméra, en fait, même si quelqu'un filme derrière, on est immédiatement confronté à quelque chose qui ne répondra pas, et à notre propre image, en fait. On est plus ou moins conscient, ça dépend de la manière dont on le réfléchit, mais c'est notre propre image qui est en train de s'enregistrer en même temps qu'on est en train d'agir. Et je crois justement que ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion entre notre vécu présent et ce même vécu qui est déjà en train d'enregistrer, un peu comme Bergson décrivait la coexistence d'un passé et d'un présent, c'est-à-dire que le passé et le présent sont en train de coexister. Il y a une confusion qui se crée, en fait, et qui crée la perturbation de notre comportement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une caméra, quoi qu'il arrive, et il y a énormément de discussions sur les pratiques documentaires et fictionnelles autour de ça, une caméra, elle perturbe la réalité présente, quoi qu'il arrive. Et je trouve ça intéressant aussi, même si depuis l'invention du dispositif, ça existe, on est de plus en plus confronté à des dispositifs d'enregistrement qui se généralisent et à des expériences, des phénomènes, moi, qui me troublent un petit peu, des gens qui vont avec leur iPhone ou leur iPad pouvoir filmer tout un concert auquel ils assistent, ou voir filmer, j'ai déjà vu ça, quelqu'un qui filmait son trajet de train en entier, ou en tout cas une grande partie du trajet de train avec son iPad par la fenêtre, et où j'ai le sentiment, je me demande quel est le vécu présent de la personne qui utilise l'instrument de cette manière. Et donc, à partir de cette expérience qu'on peut tous vivre au quotidien, le cinéma, je crois, qui est né sous des aspects réalistes, ce sont des scientifiques au début, Marais était un scientifique, Muybridge était un scientifique, et les Lumières étaient des industriels qui étaient dans la photographie et qui sont devenus des documentaristes. Le cinéma est né sous des aspects très réalistes. Et je crois qu'il y a un gros paradoxe dans le cinéma qui fait que le cinéma a toujours été attiré par la réalité et en même temps a aussi toujours cherché à la fuir. C'est-à-dire que pour créer une fiction, le cinéma, contrairement à la littérature ou à d'autres types d'art et de techniques, a besoin d'une réalité concrète, sauf dans le cas du dessin animé. Il a besoin d'un référent. Et je crois que voilà, il est un petit peu coincé dans ce paradoxe. En fait, entre un désir de réalisme, qui a toujours été très présent, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, et un désir de s'éloigner de cette réalité présente. Quand on parle du cinéma, quand on étudie le phénomène, on se place souvent du point de vue du spectateur, du dispositif de la salle, de la perception, mais on parle moins souvent de tout le tournage, toute la production, toute la réalisation qu'il y a derrière, c'est-à-dire de tout l'aspect concret qui conduit d'une réalité imaginée au départ, la personne qui a l'idée de scénario ou de film, à cette même réalité concrétisée dans la réalité qu'il va falloir filmer. Et ce qu'on oublie, c'est que dans ce processus de tournage ou de production, appelons ça comme on veut ici, il y a énormément de modifications, énormément de perturbations qui sont réalisées. C'est-à-dire qu'un tournage, c'est extrêmement intrusif, ou c'est extrêmement productif aussi, pour le dire de manière moins connotée négativement. On oublie aussi parfois tous les changements qui sont nécessités par un tournage. Au niveau des acteurs, par exemple, on sait que les acteurs peuvent apprendre des langues, peuvent apprendre à monter à cheval, peuvent prendre du poids ou en perdre pour un tournage, ou peuvent se mettre à faire semblant de faire la manche dans la rue pendant plusieurs jours, comme le faisaient par exemple Al Pacino et Gene Hackman en préparation du film L'Épouvantail de Jerry Salzberg, où ils avaient passé plusieurs jours, un peu dans l'esprit de la méthode de l'acteur studio, à se prendre pour donc qui ne sont pas mendiants dans le film, mais des gens qui ont besoin de faire la manche dans la rue. De la même manière, il y a des investissements de lieux, soit sous la forme de décors, soit sous la forme de lieux naturels, qui sont très spéciaux au cinéma. Par exemple, pour Eyes Wide Shut,
le film était tourné à Londres, mais l'histoire du film se passe à New York, et Kubrick, pour les scènes qui sont tournées en extérieur, avait fait modifier des rues de Londres, où il y a des cabines téléphoniques qui étaient changées pour qu'elles aient l'aspect de cabines téléphoniques américaines plutôt qu'anglaises. Et dans cet esprit-là, il y a les lieux pendant un tournage sont perturbés, c'est-à-dire qu'un tournage, c'est des gros camions avec du matériel, c'est des rues qui sont bouchées, c'est des lieux publics qui deviennent interdits d'accès pendant un moment. Si on tourne dans un wagon de train, par exemple, il y a de grandes chances que le wagon soit inaccessible au public, ou dans une rame de métro, etc., etc. Par exemple, un peu pour illustrer à la fois cette question des lieux et la question plus générale du paradoxe avec la réalité présente, un film de Claire Simon qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle Gare du Nord, et qui est un film de fiction avec des acteurs, Nicole Garcia, François Damien, des acteurs de fiction. Claire Simon, qui est une documentariste dans sa formation, elle a fait beaucoup de documentaires, avait fait un travail justement d'abord avec une toute petite équipe, ils étaient 3 ou 4, peut-être plus, je ne sais pas exactement, mais c'était une petite équipe dans la gare pour essayer de capter l'atmosphère de l'endroit, du lieu, avant de préparer son scénario et de réaliser le film. Ensuite, elle a obtenu l'autorisation de la SNCF, qui est une autorisation, enfin, surtout pour ce genre de tournage, assez difficile, puisque c'était plusieurs semaines de tournage dans un lieu qu'on ne peut pas mettre en pause, enfin, c'est-à-dire on est obligé de faire tourner la gare en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, la gare est censée être, entre guillemets, un personnage, c'est-à-dire c'était vraiment faire un film sur le lieu. Et malgré ça, Claire Simon est obligée de se protéger pour réussir sa fiction, pour la réaliser. Elle est obligée de se protéger et, par exemple, elle avait dit à son équipe de se faire passer pour une équipe de télé canadienne pour répondre aux questions des gens qui venaient voir un petit peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous tournez et tout. Et il se trouve que le fait de se présenter comme une télé canadienne, ça devenait un petit peu moins alléchant pour les gens qui avaient envie de se montrer à l'écran, de se faire coucou à la caméra ou ce genre de choses. Et de la même manière, il y a des scènes qui sont tournées, il y a des scènes qui étaient tournées entre un couple, c'était plus ou moins une scène d'engueulade. Et au début, la scène était tournée, on va dire, en liberté, c'est-à-dire qu'on était dans la gare du Nord et on laissait les acteurs faire leur affaire, mais les gens intervenaient parce qu'ils voyaient des gens s'engueuler, voire se battre, et donc on a été obligé de mettre des cordons de sécurité pour pouvoir tourner la scène. Donc c'est un exemple limite, parce que justement un exemple qui essaye de toucher un certain réalisme, mais qui montre que de toute façon on est obligé à un moment de créer une séparation entre la réalité et ce qu'on a envie de filmer. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait toutes ces modifications, toutes ces perturbations, la plupart du temps, elles s'attachent à une finalité. La finalité, c'est le film. Il faut qu'on réalise toutes ces choses pour le film. C'est l'objectif, c'est le but. C'est-à-dire qu'on va perturber la réalité présente, on va répéter au sens où les acteurs répètent, pour aboutir à une rétention tertiaire qui est le film, mais on va presque oublier l'ancrage que ça a dans le présent. C'est quelque chose qui devient flou, un peu à l'image des décors de films, quand ce sont des décors construits. Ça arrive parfois, comme au théâtre, où on construit des énormes décors, ou qui demandent des maçons, des peintres, énormément d'artisans, et qu'on détruit après le film. Le film est fini, le décor n'a plus lieu d'être. Alors que pourtant, un décor de cinéma, très souvent, répond à des normes qui sont quasiment celles d'un bâtiment réel, en tout cas en termes de normes de sécurité, etc. Et ma question, c'est que je me demande parfois quel est le lien qui existe entre tout ce moment de production et tous ces changements, que je crois être à l'image du rêve, parce que c'est une activité paradoxale, comme je le dis. Quel est le lien entre ces changements et la réalité présente? C'est-à-dire quelle continuité s'opère? Les changements qu'on fait, comment ils se poursuivent, comment ils se continuent? Et quel équilibre se crée dans l'ordre du temps entre ce qui est plutôt de l'ordre de la fiction, qui est une coupe sur l'avenir, dans mon sens à moi, et le présent bien réel. Voilà, et je crois que le cinéma a beaucoup de mal avec ça. C'est justement ce qui en fait plutôt, de manière générale, une usine à fantasmes
qu'une technique de l'esprit intelligente. Et ce que je voulais proposer, c'était une méthode qui existe concrètement, enfin qui a été réalisée par plusieurs personnes, qui existe de manière assez disparate aussi au cinéma. Et je vais m'appuyer sur un exemple de film qui représente très bien, je trouve, cette méthode, qui est le film de Pierre Perrault, et de Michel Brault et Marcel Carrière aussi, qui l'ont aidé à le réaliser, qui s'appelle Pour la suite du monde, qui est un film québécois, un des films québécois les plus connus. Et la méthode du film, en fait, je pourrais la résumer ainsi. Il s'agit de filmer quelque chose qui n'existe pas au moment où on décide de commencer le projet du film, qui n'existe pas, ou en l'occurrence qui n'existe plus, pour l'aider à le faire advenir. C'est-à-dire, c'est le film qui va être le moteur du bouleversement. Donc, il s'agit de choisir d'introduire l'avenir dans le présent à l'aide du dispositif de tournage et de production. Ce film, en fait, raconte... Pierre Perrault était allé sur l'île aux Coudres, qui se situe sur le fleuve Saint-Laurent à Québec, et il avait rencontré des insulaires, dont notamment un qui s'appelle Alexis Tremblay, et qui est une vieille personne, qui avait, je pense, dans les 80 ans à l'époque du film, et qui lui a raconté une ancienne pratique, qui était la pêche au marsouin, qu'on ne réalisait plus sur l'île, et qui n'était plus réalisée depuis une quarantaine d'années. Et donc, ils ont décidé ensemble de réhabiliter la pêche dans l'île. Et c'est en fait le film qui est devenu un petit peu la raison pour laquelle ils ont réhabilité cette pêche, de retendre la pêche, comme ils disent là-bas, et donc de réinstaurer une pratique traditionnelle qui avait disparu. Et dans cette manière de faire, même si justement ce que je trouve paradoxal, c'est que quand je dis qu'il s'agit de filmer quelque chose qui n'existe pas, pour l'aider à le faire advenir, finalement le cinéma fait tout le temps ça. Mais là, il s'agit de changer la finalité et de retrouver un petit peu aussi la finalité dans la réalité. C'est-à-dire, oui, on va changer des cabines téléphoniques, etc. Mais est-ce que ça a une utilité pour les gens de cette rue, concrètement, quelle est l'utilité? Et donc, ça serait pourquoi pas, par exemple, si on réalise des décors, je prends un exemple, les décors du film de Kevin Reynolds, je crois, Waterworld, qui était un peu célèbre pour ça, pour avoir coûté très très cher. On avait construit un énorme atoll en plein milieu de l'eau. Ça coûte une fortune, ce décor ne sert strictement à rien, c'est-à-dire qu'on détruit des quantités d'efforts de travail une fois le film terminé. Pourquoi pas essayer d'agencer avec réalité et de construire des décors qui peuvent servir à côté à d'autres choses, pour les gens qui continuent à vivre dans les lieux que très souvent le cinéma investit de manière très intrusive, mais ensuite quitte plus ou moins sans en avoir rien à cirer, quoi. Voilà, on pourrait continuer, pourquoi pas. Le film, Alain Cavalier a fait un film sorti en 2011, si je ne me trompe pas, avec Vincent Lindon, Pater, bon, qui est critiquable sur plein de points de vue, mais qui essayait de dire pourquoi pas prolonger une amitié, qui était son amitié avec Vincent Lindon, dans le fait de faire un film. Et le film est l'avancée de l'amitié de ces deux personnes qui ne se connaissaient pas 1 ou 2 ans avant le film, dans le fait de filmer leur quotidien et de s'amuser un peu aux cow-boys et aux indiens sous la forme de personnages politiques qu'ils inventent. Cette méthode que je décris, voilà, elle consiste en fait à filmer quelque chose qui n'existe pas, à se servir du dispositif du cinéma comme opération de transduction, au sens où Gilbert Simondon utilise ce terme, c'est-à-dire on articule deux réalités qui apparemment n'ont pas de connexion pour les rendre commensurables. La réalité présente et la réalité de l'avenir, qui est la réalité de la fiction, c'est-à-dire ce sont des choses certes qui n'existent pas, mais qui peuvent tout à fait exister, qui ne sont pas de la fantaisie ou qui ne sont pas simplement le lieu d'une feintise où on ferait semblant de faire des choses. Pourquoi pas, voilà, créer cette connexion. C'était la méthode que je voulais proposer, c'est-à-dire quitte à modifier la réalité, pourquoi ne pas la modifier de manière intelligente, ou en tout cas réfléchie et un petit peu constructive. Et je pense que au niveau économique, c'est intéressant, parce qu'il faudrait que les institutions du cinéma soient au moins conscients de ce souci par rapport à la réalité présente dans le cinéma, pour proposer des projets en ce sens-là plus intelligents, parce que le cinéma a aussi ce pouvoir d'être un moteur, c'est-à-dire il crée de la volonté, il crée de l'envie. C'est une économie, le cinéma, où les gens travaillent énormément bénévolement,
ou en étant sous-payé, absolument sous-payé, mais parce que ça fait envie de travailler pour le cinéma. C'est-à-dire on est prêt à faire des sacrifices, on est prêt à faire des choses. Et on se demande si des gens, finalement, si je faisais semblant de dire à des amis je vais faire un film sur le fait que vous construisiez une maison, parce qu'on a besoin pour quelqu'un de construire une maison, même si ce film en fait n'existe pas, est-ce que le fait de les filmer en train de construire la maison, ils vont pas tout d'un coup avoir envie de construire une maison, ce qu'ils n'auraient jamais fait, sans la raison du film en fait. C'est vraiment dans cette idée, voilà, créer une raison avec un film. Et donc voilà, bon, en sachant que c'est une méthode qui peut aussi avoir ses dangers, c'est ce que je voulais proposer ici. Voilà, merci.